Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la façon dont la communication a changé chez Ferrari, en commençant par la manière dont les personnes sont recrutées, comment le personnel est géré en interne et comment cela est géré par Frédéric Vasseur, qui est responsable du projet 2026. Mais ce n'est pas tout, nous devons voir des coulisses qui sont apparues à Barcelone et qui auront également un impact sur les essais de Bahreïn de Ferrari. Nous devons également parler de Red Bull et de Laurent Mekies, qui s'est exprimé sur l'équipe de Milton Keynes et sur la façon dont il travaille également sur les essais de Bahreïn. Parlons aussi de Shell. Nous devons parler d'Ayao Komatsu, le directeur d'équipe de Haas, qui s'est exprimé sur Ferrari. Voyons les différences entre l'équipe américaine et l'équipe italienne, car elles ont le même moteur, l'unité de puissance Ferrari, mais elles ont une mécanique et une aérodynamique très différentes. Cela dit, commençons tout de suite. Ferrari s'est arrêté, a regardé la réalité en face et a fait un véritable examen de conscience. Pas seulement en parole, la communication a changé, la manière de se présenter a changé et certaines figures internes ont également changé. Aujourd'hui, l'équipe semble plus compacte, plus unie, presque plus froide. À Barcelone, la voiture a montré des signes de fiabilité importants. Et pour une fois, le point de départ est concret. Cependant, il y a une grande variable qui plane sur tout. Les carburants. En effet, ceux utilisés jusqu'à présent ne sont pas définitifs. Et cela signifie une seule chose, que les hiérarchies observées lors des tests pourraient être renversées. La Ferrari SF26 plaît au pilote car elle est très chargée à l'avant. Elle inspire confiance, elle est précise. Mais à Maranello, personne ne se fait d'illusions. Ici, le réalisme domine désormais tout, et ce réalisme se voit aussi dans les paroles et l'attitude de Charles Leclerc. Charles n'est plus seulement un garçon qui a une passion pure, mais il est aussi plus. Il va au-delà du cœur de Ferrari. Voir les autres gagner, sentir le temps passer et aujourd'hui mettre la carrière devant le romantisme. Le lien avec Ferrari reste fort, mais n'est plus indissoluble. S'il devait se présenter une meilleure alternative, pour la première fois, il ne serait pas impensable de l'évaluer. La pression est en attendant très élevée. John Elkann veut gagner. Benedetto Vigne, Frédéric Vasseur et toute la direction savent qu'ils jouent leur place. Et avril sera un mois clé, car si les résultats ne viennent pas, les premiers noms des possibles remplaçants commenceront à circuler. Et c'est officiel, à Maranello, on ne respirait pas une atmosphère aussi tendue depuis des années. Sur le plan technique, Ferrari apportera les premières mises à jour entre Bahreïn et Melbourne. Un nouveau châssis est également prévu, visant à réduire le poids. Parce que oui, la voiture semble actuellement en surpoids. Évidemment de peu, nous avons dit 672 kg contre 770 kg de limite prévue. 768 selon le règlement. Et pourtant, nous savons qu'on a tendance à alléger le châssis pour ensuite ajouter un lest qui compense. Pour mieux gérer l'équilibre du poids. Une stratégie que Mercedes mettra également en œuvre, c'est certain. On ne sait pratiquement rien du moteur. Et encore une fois, le grand point d'interrogation reste celui des carburants. En effet, à Barcelone, Ferrari n'a pas utilisé les nouveaux carburants. Ceux de Shell et celui totalement durable, bien qu'ils aient été disponibles de la part de Shell. Et c'est un détail qui pèse. Cela signifie que Ferrari a fait ses études et son analyse des données sur d'autres éléments. Et le carburant sera utilisé plus tard. En attendant, le paddock bouillonne. Parce que les réunions entre la FIA et les équipes sont loin d'être tranquilles. Et c'est aussi pour cela qu'on explique le nervosité de plus en plus évidente entre Toto Wolff et les autres motoristes. En toile de fond, il y a un mouvement très lourd. Audi et Honda auraient uni leurs forces sur le plan légal, en s'appuyant sur un prétendu non-respect des conditions d'entrée. On parle même de la possibilité de contester le championnat pour manque de neutralité, si aucune solution partagée n'est trouvée concernant la compression du moteur Mercedes. À ce jour, la voie la plus probable semble être celle d'accorder davantage d'avantages aux autres motoristes par le biais du système de la duo. Je pense à Audi, Honda, mais aussi à la même Ferrari. Mais la partie est très ouverte. La politique et la technique s'entrelacent comme jamais auparavant. Et ce qui se passera dans les prochaines semaines pourrait vraiment changer le visage de la Formule 1. Et oui, car à la suite de nombreuses réunions qui ont eu lieu entre la FIA et les différents motoristes, dont une à San Mercedes et la seconde avec Wolff, eh bien il est apparu qu'Audi et Honda souhaitent s'allier pour faire appel contre la fédération, pour obtenir plus d'heures de la duo, qui est un système qui accorde plus d'heures sur le banc d'essai des moteurs. Et cela permet aux différents motoristes de rattraper leur retard. Dans le cas où il y aurait un désavantage net par rapport aux premiers au classement, c'est un système qui sert à niveler les performances, afin de ne pas avoir une équipe qui s'enfuit devant, comme cela s'est produit en 2014 avec Mercedes. Cependant, ce système devra être modifié, et il ira davantage au bénéfice d'Audi et Honda, à la suite du rapport de compression modifié de Mercedes. Sinon, Audi et Honda s'allient pour faire appel contre la fédération, et poursuivre une action légale, que personne ne souhaite en ce moment de la saison, car cela ruinerait non seulement le climat interne entre les différents moteurs,
motoristes, mais aussi le spectacle et la vision que l'on a de l'extérieur de la Formule 1. Donc attention, la FIA interviendra sûrement à ce sujet, dans le cas où Audi et Honda s'allaient, et ils auront un avantage, tout comme Ferrari par rapport à Mercedes, en ce qui concerne la duo. En ce qui concerne Ferrari qui n'a pas utilisé un mélange totalement durable, fourni par Shell qui était disponible à Barcelone, simplement parce que Ferrari a testé différentes formulations du mélange qui étaient disponibles, et évidemment, la version définitive sera utilisée lors des tests à Bahreïn, et celle-ci sera utilisée avec Shell qui la fournira. Attention, le mélange, comme l'a dit Ferrari, mais toutes les équipes l'ont également dit, sera fondamental. En effet, nous verrons Mercedes avec Petronas, Aston Martin avec Aramco, et Ferrari avec Shell ont chacun leur propre fournisseur de carburant. Et chacun doit essayer de développer le mélange le plus performant, mais en même temps, le plus durable. Donc nous verrons un peu quelle équipe aura le dessus. Aussi en ce qui concerne le carburant. Et attention, il y a un autre concept qui revient faire peur. Un concept que Charles Leclerc connaît trop bien, à savoir le lift and coast. En effet, non. Cette fois, nous ne parlons pas seulement de la course. Nous parlons de qualification sur tour sec. Le moment où historiquement en Formule 1, on va à fond, sans compromis. Au maximum. Et pour souligner le sujet, c'est Esteban Ocon qui a raconté ce qui s'est passé lors des premiers tests avec l'AS de 2026 et à Barcelone. Ocon a expliqué que pendant les simulations en qualification, il a dû lever le pied, gérer l'énergie, faire du lift and coast. Non par choix, un choix personnel, mais parce que c'est la manière la plus efficace de rester en station avec cette nouvelle monoplace. Au début, c'est étrange, dit-il. Puis cela devient naturel, tellement naturel qu'après un moment, c'est presque un peu plus étrange de ne pas le faire. La raison est que si tu restes toujours à fond, tu arrives à la fin de la ligne droite et tu dois freiner de manière violente, gaspillant de l'énergie et déséquilibrant la voiture. En levant légèrement le pied avant, tout devient plus fluide et paradoxalement aussi plus rapide. Et c'est là que naît le véritable problème. Parce que si le tour de qualification nécessite de la gestion, compromis et optimisation extrême, alors cela change complètement l'essence du spectacle. La qualification n'est plus le moment de l'attaque totale, mais un exercice d'efficacité. Et cela s'étend non seulement à la course, mais aussi à la qualification où les équipes poussent à la limite. Exactement le scénario qui fait le plus peur à Ferrari. Parce qu'il n'est pas un secret que Leclerc a toujours souffert de ce type de conduite. La gestion forcée, le devoir de retirer plutôt que de donner de l'énergie. C'est un cauchemar qui revient, juste au moment où Ferrari essaie de construire une voiture plus agressive, plus précise à l'avant, plus appréciée aussi par les pilotes. Voici ce problème qui a été le cauchemar de Ferrari en 2025, surtout en ce qui concerne la gestion des freins. Donc là, l'intention était totalement différente. Dans ce cas, il s'agit de gérer l'énergie électrique. Ocon, de son côté, défend cette évolution. Il dit que c'est toujours de la Formule 1. Et qu'en tant que pilote, il faut toujours s'adapter à l'outil que l'on a. Et si c'est le moyen le plus rapide, alors c'est le bon. Et ça provoque. S'il existe une catégorie avec des voitures plus rapides, faites-le nous savoir. Le point n'est cependant pas seulement la vitesse absolue. Le point est ce que devient la Formule 1 dans son moment symbolique. Les premiers signaux de 2026 racontent une catégorie de plus en plus complexe, de plus en plus technique, où la gestion entre également là où elle n'osait pas arriver auparavant. Et pour Ferrari et pour Leclerc, le risque est clair, que la nouvelle ère commence en ramenant à la surface. Justement cette limite qu'ils pensaient avoir laissée derrière eux. La question ne porte que sur une seule, ce compromis entre durabilité technique et performance. Parviendra-t-il vraiment à maintenir intact le charme de la Formule 1? Ou sommes-nous en train de nous diriger vers quelque chose de profondément différent? Et quand j'ai entendu ces déclarations d'Esteban Ocon, je ne voulais pas y croire. Parce que faire lift and coast quand tu essaies un tour en qualification, ou du moins un tour rapide, eh bien cela signifie que ce problème sera récurrent, surtout en course. Nous verrons les pilotes faire du lift and coast pour économiser de l'énergie, beaucoup plus souvent qu'auparavant. Et la question que nous devons nous poser est, est-ce vraiment cela la Formule 1 que nous voulons? Où les pilotes doivent gérer l'énergie? Doivent-ils comprendre quand appuyer et quand ne pas appuyer? Ou serait-il préférable de voir une catégorie où tous les pilotes poussent à la limite, à tout moment? Et voyons réellement qui est le plus rapide, qui a le plus de courage, qui est le pilote qui est aussi le plus technique pour aller plus vite sur chaque circuit. C'est une question que nous ne devons pas nous poser seulement nous, mais aussi la fédération. Parce que oui, nous avons changé le règlement. Nous avons rendu les voitures plus petites et donc plus légères. Et c'est quelque chose de positif. Cependant, la gestion de l'énergie électrique de manière aussi, disons, épuisante est peut-être exagérée de mon point de vue. Voir des pilotes qui doivent gérer et économiser de l'énergie sur la ligne droite lors d'un tour en qualification.
C'est tout sauf quelque chose de bon pour la Formule 1 de mon point de vue. Et attention aussi, le spectre et le cauchemar de Leclerc reviennent sous ce paramètre. Parce que nous l'avons vu l'année dernière, comment Leclerc devait gérer énormément et faire du lift and coast. Et être sollicité dès les premiers tours de la course même. C'était un cauchemar récurrent. Et cela reviendra aussi cette année. Attention si Ferrari doit gérer plus que les autres équipes l'énergie. Eh bien, ce sera un grand problème. Espérons que non. Mais attention, les meilleurs éloges à Ferrari cette fois ne viennent pas de Maranello. Ils viennent de ceux qui montent ce moteur. Le stress, l'exploitent pour faire de vrais kilomètres. Et ils ont besoin d'une chose surtout, la fiabilité. La AS à Barcelone a fait quelque chose d'inédit pour sa propre histoire récente. Elle a parcouru presque 457 tours. Un nombre énorme pour une équipe qui, ces dernières années, a souvent dû limiter ses programmes en raison de problèmes techniques. Cette fois non. Cette fois, la voiture a tourné. Elle a beaucoup tourné. Et la raison est unique. L'unité de puissance Ferrari. Pour le dire sans détour, c'est Hayao Komatsu, le directeur de l'équipe de l'AS. Selon lui, le travail effectué à Maranello a été absolument extraordinaire. Autant en termes de performance que surtout de fiabilité. Arriver à compléter 150 tours dès le premier jour a été presque un record interne pour l'AS. Et les seuls problèmes qui ont émergé sont de petits soucis électriques. Rien lié au moteur. Et c'est le point clé. Dans un contexte comme celui de 2026, avec des unités de puissance complètement nouvelles, beaucoup plus complexes, beaucoup plus électrifiées, la véritable discrimination au début n'est pas la performance pure, mais c'est rester sur la piste. Et sous cet aspect, Ferrari a envoyé un signal fort, alors que dans le paddock, on murmure d'une Mercedes potentiellement favorite. En vue de Bahreïn, les retours sur l'unité de puissance Ferrari commencent à se multiplier, non pas tant pour les pics de puissance, mais pour la solidité globale. Un moteur qui permet de faire des programmes longs, continus, sans drapeau rouge, sans arrêt soudain. Pour une équipe cliente, c'est de l'or. Et c'est ici que se trouve aussi la raison pour laquelle l'AS est arrivée au test si préparée. L'AS VF26 partage le moteur et les suspensions avec Ferrari. Mais le projet aérodynamique est complètement différent. Choix propre, solution propre, interprétation autonome. Et pourtant, à la base de tout, il y a une plateforme mécanique qui fonctionne. Ce n'est pas un détail secondaire, dans une saison qui marque le début d'un nouveau cycle réglementaire. Celui qui parvient à collecter des données dès le départ prend de l'avance dans les mois de développement. Et l'AS, grâce à Ferrari, l'a fait. Le paradoxe est que pendant que chez Maranello, on maintient un profil très bas, presque prudent, ce sont les autres qui parlent. Et quand une équipe cliente dit publiquement « Nous ne nous sommes jamais arrêtés pour des problèmes de power unit », le message passe fort et clair. Ferrari, au moins sur le front, de la fiabilité. Il semble avoir fait ses devoirs. La base technique est solide. Il reste maintenant à comprendre combien de marge de performance pourra être libérée, avec des carburants définitifs de la part de Shell, et aussi des mises à jour progressives, comme le châssis allégé qui arrivera ensuite à Bahreïn. Mais une chose est certaine, si les compliments viennent de l'AS, ils ne sont pas de circonstance, ce sont des données. Et en Formule 1, les données comptent toujours plus que les mots, bien que l'AS ait un concept aérodynamique totalement différent par rapport à celui de Ferrari. Elle partage la même mécanique, elle partage également la même unité de puissance. Et les compliments venus de Hayao Komatsu, en principal de l'AS, sont significatifs, parce qu'ils nous montrent à quel point l'unité de puissance Ferrari est fiable. Elle a parcouru de nombreux kilomètres sans problème, à part les petits problèmes électriques, mais qui sont de peu d'importance, et n'affectent pas les performances de Ferrari sur le moteur à combustion interne. Et donc l'unité de puissance Ferrari a convaincu, ils sont là devant comme moteur. Ensemble avec Mercedes, et c'est déjà un premier pas supplémentaire. Il faut voir comment la Power Unit Ferrari va performer, avec le carburant définitif, qui sera choisi plus tard. Mais attention, jusqu'à présent, la Ferrari reste discrète, vu les précédents de l'année dernière. Et tous les bruits ont été l'année dernière, vu ensuite la saison décevante, qui s'est révélée être celle de 2025. Cette année, ils ont mis en place une stratégie différente. Au niveau de la communication, ils sont beaucoup plus bas avec les attentes, pour ensuite essayer, et espérons aussi de briller sur la piste, avec une voiture compétitive. À ce jour, il n'y a pas encore d'éléments pour dire que la Ferrari est plus compétitive que d'autres équipes. Mais le début est bon, ils ont respecté le calendrier, et c'est déjà un grand pas en avant. Mais nous devons aussi parler de Red Bull, car à Barcelone, ce n'était pas le moment des titres et des jugements. C'était le moment le plus délicat de tous, le premier vrai contact avec la réalité. La nouvelle voiture, le nouveau règlement et surtout la première Power Unit, la DM01. La DM01, signée Red Bull Powertrains, avec le soutien de Ford, et la première, le premier moteur que Red Bull a produit. Et c'est un passage historique qui explique bien comment ce shakedown était bien plus qu'un simple test. Sur la piste se trouvait la Red Bull RB22, qui a réalisé 145 tours avec Max Verstappen et 158 tours avec Isaac Hadjar,
Le kilométrage propre, sans drame technique, est déjà une énorme nouvelle, si l'on pense à la complexité des Power Units 2026 et raconter l'ambiance. A été Laura Mechier qui a parlé ouvertement de tension, fierté et conscience du moment. Red Bull savait qu'ils avaient beaucoup à jouer, des mois de travail, concentrés en quelques tours, et voir la voiture s'arrêter au stand quelques minutes après, 9 h du matin, avec leur moteur, a été un signal très fort pour toute l'équipe de Milton Keynes. Laura Mechier a été claire, rien n'est parfait, et personne ne s'y attendait que ce soit le cas. Mais l'unité de puissance a répondu, selon les attentes, sans problème sérieux, permettant à l'équipe de faire exactement ce qui était nécessaire. À ce stade, comprendre, analyser, commencer à faire dialoguer châssis et moteur, et c'est là que se trouve le point clé, parce que Red Bull ne cherche pas la performance. Maintenant, elle travaille sur l'interaction entre le châssis et l'unité de puissance, sur l'intégration, sur comment faire fonctionner le package avec un système unique. C'est un travail invisible. Qui décide? Qui arrivera après? Vraiment. Aux essais de Bahreïn, nous avons entendu aussi les compliments qui sont venus de George Russell sur la même Red Bull. La journée de mardi a été plus compliquée. Nous avons vu de la pluie, peu de tours utiles pour Max Verstappen et une sortie de piste pour Isaac Hadjar dans le dernier secteur où il est allé s'écraser. Aucune conséquence, mais un problème clair que ces voitures sont nouvelles, difficiles et la limite va encore découvert. Laura Mee, qui n'a pas cherché d'alibi, il a expliqué qu'il fait partie du processus, que des épisodes comme ça sont normaux sur la piste, à cette étape, qui en fait, même les journées plus difficiles, produisent des données fondamentales, surtout pour un pilote jeune comme Hadjar, qui a déjà fourni des retours importants aux ingénieurs. Le bilan reste cependant positif, rien n'a surpris Red Bull, tout s'est bien passé, plan secondaire, et c'est peut-être la phrase la plus significative de toutes, dans un 2026 où de nombreuses équipes découvrent les problèmes, les retards ou des limites inattendues. Pensons à Audi avec les problèmes de l'unité de puissance. Pensons par exemple à Williams qui a sauté le test de Barcelone. Aston Martin, arrivé seulement le jeudi à cause d'un retard dans l'assemblage du châssis avec l'unité de puissance. Ne pas avoir de surprise, déjà une demi-victoire. Pour Red Bull, la liste des priorités reste longue. Le développement sera continu et le vrai banc d'essai, elle arrivera seulement à Bahreïn. Mais Red Bull, elle sort à Barcelone avec une certitude. La base est là. Et quand une équipe comme Red Bull commence un nouveau cycle, sans secousse, avec méthode et lucidité, c'est toujours un signal qu'il est avantageux de garder les yeux bien ouverts aussi sur cette équipe. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer la Red Bull, parce que de toute façon, elle a Max Verstappen comme pilote, qui est toujours le candidat numéro 1 pour gagner devant. C'est le pilote qui s'est montré le meilleur ces dernières années. Si l'on regarde aussi le bilan des courses, donc il n'est jamais à sous-estimer. Et attention, que la Red Bull n'a pas eu ces grands problèmes à Barcelone. En ce qui concerne la fiabilité, il y a eu une erreur d'Isaac Hadjar qui a envoyé la voiture dans le mur. Et donc, cela a compromis tous les tests, créant un peu de retard, mais à cause d'une erreur humaine, comme ils l'ont dit. Aussi, demande-moi, équipe unie pour développer la voiture, et ils sont sur la bonne voie. Mais une autre phrase, je veux commenter, toujours sur Ocon, qui est très intéressant. En effet, Ocon a dit qu'ils ont atteint une vitesse de 350 km/h. Mais attention, cette année, la vitesse de pointe change radicalement parce que le MGK intervient jusqu'à 345 km/h de manière considérable. Donc l'accélération et le moteur électrique endothermique agissent ensemble jusqu'à cette vitesse-là. Puis, après 345 km/h, le MGK se déconnecte et le moteur parvient à augmenter sa vitesse de manière plus lente. Et donc nous verrons une accélération moindre au-dessus de ces vitesses. Et c'est pourquoi nous avons aussi vu comment Ocon devait gérer l'énergie en accélération et aussi avec la vitesse de pointe pour ensuite l'avoir tout au long du tour. Et cela sera fondamental aussi en qualification.
Faites-moi savoir dans les commentaires votre opinion sur les déclarations d'Esteban Ocon, sur le lift and coast, sur le châssis plus léger, qui arrivera à Bahreïn pour Ferrari, et aussi la décision de Ferrari elle-même. Ne pas utiliser le mélange apporté par Shell à Barcelone et aussi la ligne de communication qu'ils ont attendue maintenant à Maranello. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Dites-moi aussi votre avis sur la question Red Bull. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Thème Formule 1 et thème Ferrari. Ici de l'enchère, c'est tout. À bientôt.